La serveuse, Sofia Bellini, ne souhaitait rien de plus que de quitter le café, mais une dernière livraison l'a mise face à face avec la mort. Elle a trouvé deux bergers allemands en convulsion sur une pierre ancienne, leur corps s'affaiblissant à vue d'œil. Mais ce n'étaient pas seulement des animaux de compagnie adorés. C'étaient les seules âmes vivantes en qui avait confiance le mafieux le plus redouté de Rome, Victoriao Mel. Elle n'était pas simplement tombée sur une urgence médicale. Sans le savoir, elle s'était retrouvée au cœur d'un complot visant à assassiner l'homme le plus dangereux d'Italie. Désormais, les yeux froids du mafieux sont rivés sur elle et, dans la famille Mel, les témoins ne s'en sortent pas indemnes. Soutenez-nous en vous abonnant et en nous indiquant d'où vous nous regardez. Commençons l'histoire. La matinée avait commencé comme toutes les autres au Café Impérial, c'est-à-dire qu'elle avait mal commencé. Le réveil de Sofia n'avait pas sonné. Son propriétaire avait glissé un autre avis de retard sous sa porte, et la douche de son studio exigu était devenue froide au bout de 30 secondes. Elle était arrivée au café avec les cheveux mouillés et un nœud d'anxiété dans l'estomac que 3 ans de crise financière avaient rendu permanent. À midi, elle en était à 4 heures de ce qui allait devenir un double service de 12 heures. Ses pieds lui faisaient mal dans des chaussures qui avaient besoin d'être remplacées, et son bas du dos lui envoyait régulièrement des signaux d'alarme qu'elle avait appris à ignorer. Le café lui-même était magnifique dans ce style romain naturel. Des comptoirs en marbre, des machines à expresso étincelantes et des baies vitrées donnant sur une place pavée où les touristes photographiaient tout et où les habitants se déplaçaient avec une grâce déterminée. Sofia préférait les touristes. Ils donnaient de meilleurs pourboires et ne remarquaient pas quand vos mains tremblaient de fatigue. Elle était en train d'équilibrer un plateau de 4 expressos lorsque Marco, le gérant, lui attrapa le coude. Ses doigts s'enfoncèrent avec une force inutile et sa voix se transforma en un sifflement urgent. Table 7. Allez, ne le fais pas attendre. Elle jeta un coup d'œil à la table 7 et sentit son estomac se nouer. 3 hommes en costume, qui coûtaient probablement plus cher que son loyer annuel, étaient assis dans le coin, celui qui bénéficiait de la meilleure lumière et de la plus grande intimité. L'homme au milieu ne regardait pas le menu. Il ne regardait rien en réalité, il était simplement là, d'une manière qui rendait l'air autour de lui différent, plus lourd. Victoria Mel. Elle avait vu sa photo dans les journaux, même s'il faisait toujours attention à ce qu'ils imprimaient. Les articles utilisaient des mots comme « présumé », « rumeurs » et « intérêts commerciaux ». Mais tout le monde à Rome savait qui il était vraiment. Sofia s'approcha de la table avec la neutralité prudente qu'elle avait perfectionnée au cours de 3 années passées à servir des clients qui traitaient les serveuses comme des meubles. Elle posa les petites tasses avec une précision acquise par l'habitude, travaillant de l'extérieur vers l'intérieur, les yeux baissés et les gestes efficaces. « Messieurs », murmura-t-elle, déjà prête à se retirer. Elle se détournait lorsque sa hanche heurta le bord de la table en marbre. Ce n'était pas grand-chose, à peine un petit coup, mais cela suffit. Le plateau bascula, et une tasse à espresso glissa vers le bord dans ce qui sembla être un ralenti. Elle se précipita pour l'attraper, mais le liquide sombre avait déjà débordé. 3 gouttes d'espresso atterrirent sur la surface en marbre blanc. 2 autres les éclaboussaient en la manche de la chemise de Victoria Mella. Du coton blanc impeccable, probablement italien, certainement très cher. Le café ne se tut pas. Cela n'arrivait que dans les films. Mais Sofia ressentit tout de même le silence. Une bulle de silence entourait la table 7, isolant cet instant du bruit du reste du monde. « Je suis vraiment désolée, dit-elle immédiatement en attrapant sa serviette. « Laissez-moi faire de... » Le mot était calme, presque doux. Victoriao ne bougea pas son bras, ne regarda pas la tâche, ne la remarqua même pas. Ses yeux sombres et inquisiteurs étaient fixés sur son visage. « Comment vous appelez-vous » ? « Sofia Bellini. »« Monsieur, je suis vraiment désolé, je paierai le nettoyage. » « Marco. »
Il ne parlait pas fort, mais le directeur apparut en quelques secondes, le visage déjà pâle. « Celle-ci est négligente. Seigneur Mello, je vous présente mes excuses les plus sincères, » commença Marco. « Je ne veux pas de vos excuses. » La voix de Victoria resta conversationnelle, presque agréable. « Je veux qu'elle parte maintenant, pas à la fin de son service. Maintenant ?» La gorge de Sophia se serra. « Monsieur, je vous en prie, j'ai besoin de ce travail. Vous en aviez besoin. » Il finit par baisser les yeux vers sa manche, puis la regarda à nouveau, et quelque chose dans son expression lui glaça le sang. Ce n'était pas de la colère qu'elle aurait pu comprendre, c'était autre chose, de l'indifférence. Elle était un problème résolu. Une petite irritation éliminée, aussi simple que d'effacer une tache sur une vitre. Vous n'en avez plus besoin. La main de Marco était déjà sur son épaule, la tirant en arrière. Prenez vos affaires. Tu as 5 minutes. Elle voulait discuter, supplier, expliquer ses dettes d'études de médecine, son loyer et sa mère âgée à Naples qui avait besoin d'argent pour ses médicaments. Mais les mots moururent dans sa gorge, car elle comprit que cela n'avait aucune importance. Rien de ce qu'elle dirait n'aurait d'importance pour cet homme qui venait de détruire sa vie sans élever la voix ni changer d'expression. 10 minutes plus tard, Sophia se tenait sur la place ensoleillée avec son sac à main et un petit sac contenant ses effets personnels, regardant les touristes prendre des selfies souriants tandis que son monde s'écroulait autour d'elle. Elle avait 43 € sur son compte bancaire et un loyer à payer dans 6 jours. Elle ne savait pas que, dans moins de 4 heures, elle reverrait Victoria Mell et que cette fois, ce serait lui qui la supplierait de l'aider. Sophia trouva le travail de coursier sur un tableau d'affichage à l'extérieur d'une épicerie à Trust, écrite à la hâte sur une fiche tachée de graisse. Besoin d'un chauffeur pour une livraison, paiement en espèces 50 €. Il y avait un numéro de téléphone et rien d'autre. Elle a appelé depuis le coin de la rue et une femme a répondu dès la première sonnerie. « Vous avez une voiture ? » « Scooter » a répondu Sophia, voyant sa dernière chance s'envoler. « Ah, très bien. L'adresse est Via de Condy 147. Récupérez le colis à 16h. Livraison avant 18h. Ne soyez pas en retard. » La ligne a été coupée avant que Sophia n'ait pu poser des questions telles que l'adresse de livraison, la nature du colis ou même la légalité de la transaction. Mais 50 € étaient 50 €, et les mendiants ne pouvaient pas se permettre le luxe de la prudence. Le colis était plus gros qu'elle ne l'avait prévu, une boîte isotherme qui tenait à peine dans le coffre arrière du scooter. Il sentait la viande rôtie et les herbes, de la nourriture coûteuse pour des gens riches. L'adresse de livraison était écrite sur un post-it jaune. Villa Mell via Appia Antica, KM7. Les mains de Sophia se sont figées sur le guidon lorsqu'elle a lu le nom. Bien sûr, c'était sa villa. Bien sûr, l'univers avait ce sens de l'humour particulier. Elle a envisagé d'abandonner le travail sur le champ, de laisser la boîte sur le trottoir et de disparaître dans les rues bondées de Rome. Mais 43 € ne suffisaient pas à payer son loyer, et sa fierté avait déjà été bafouée une fois aujourd'hui. Qu'était une humiliation de plus. Le trajet dura 40 minutes à travers une campagne de plus en plus clairsemée. L'ancienne voie Ion s'étendait devant elle. Cette route romaine légendaire était désormais bordée de pins parasols et de villas éparpillées qui témoignaient d'une richesse ancienne et d'un pouvoir encore plus ancien. La Villa Mella se trouvait derrière de hauts murs de pierre surmontés de caméras de sécurité qui suivaient son approche comme des yeux prédateurs. Elle appuya sur le bouton de l'interphone avec un doigt tremblant. « Livraison », dit-elle dans le silence. Le portail s'ouvrit silencieusement, révélant une longue allée de gravier bordée de cyprès. La villa elle-même était d'une beauté décontractée que seuls des siècles de richesse héritée pouvaient atteindre. Avec ses pierres couleur miel, ses tuiles en terre cuite et ses rosiers grimpants qui semblaient sauvages, mais qui étaient probablement entretenus par une équipe de jardiniers. Sophia se gara près de l'entrée de service et souleva la boîte de restauration, les bras déjà endoloris. Un homme en costume sombre sortit par une porte latérale, examina la boîte sans la regarder et disparut à l'intérieur. Elle s'apprêtait à partir, dépensant déjà mentalement les 50 € pour payer les factures les plus urgentes, lorsqu'elle l'entendit. Un son qu'elle n'avait jamais entendu auparavant, un bruit étouffé,
humide, qui lui hérissa tous les poils de la nuque. Elle se retourna. 2 bergers allemands avaient surgi de derrière la maison principale, se déplaçant avec une grâce synchronisée qui témoignait d'un entraînement intensif. C'étaient des animaux magnifiques, tout en muscles et en intelligence, leur pelage brillant sous le soleil de fin d'après-midi. Mais quelque chose n'allait pas, terriblement, catastrophiquement anormal. Le plus grand, Bruno, comme elle l'apprendrait plus tard, trébucha en plein élan, ses pattes se dérobèrent, et il tomba lourdement sur le pavé, le corps secoué de convulsions. Le deuxième chien, Rex, fit 3 pas de plus avant que ses pattes ne lâchent à leur tour. De la mousse blanche bouillonnait de leur bouche. Leur corps était secoué de spasmes, et leurs yeux, ses yeux intelligents et alertes, s'étaient écarquillés dans une panique animale. Sophia laissa tomber son casque et courut vers eux, oubliant sa fatigue. Que quelqu'un aide les chiens. La porte latérale s'ouvrit brusquement. 3 hommes en costume se précipitèrent dehors, les mains déjà tendues vers les armes à leurs hanches. Derrière eux venait Victoria Mell lui-même, toujours vêtu de sa chemise blanche, mais différente. Sophia remarqua de manière absurde que son visage était transformé par quelque chose qu'elle n'avait pas vu au café. La peur, une peur brute, non dissimulée. Bruno. Il courait maintenant. Cet homme qui n'avait probablement jamais couru, tombant à genoux à côté du plus gros chien, sans se soucier de ses vêtements coûteux. Rex, non. Non, non. Le corps de Bruno fut à nouveau secoué de convulsions, ses pattes griffant la pierre. Une mousse rose-thym coulait de sa bouche et sa respiration était haletante et désespérée. Ne restez pas là sans rien faire. La voix de Mela claqua comme un coup de fouet. Tout ce contrôle minutieux vola en éclats. Appelez Richie. Appelez-le tout de suite. L'un des hommes en costume était déjà au téléphone, mais Sophia pouvait voir à son expression que quelque chose n'allait pas. Patron, il ne répond pas. Ça tombe directement sur la messagerie vocale. Alors appelez quelqu'un d'autre. Appelez tous les vétérinaires de Rome. Sophia resta figée au bord de la Seine, regardant l'homme le plus redouté de la ville bercer un chien mourant dans ses bras, tandis que son empire de tueurs restait impuissant. Puis elle le sentit, des amandes amères, légères mais indéniables, qui transperçaient le parfum des roses du jardin et la chaleur estivale. Sa formation de vétérinaire, en sommeil depuis 3 ans, reprit vie. « C'est du cyanure », s'entendit-elle dire. « Ils ont été empoisonnés. » Les mots avaient à peine quitté la bouche de Sophia que 3 pistolets se pointèrent sur sa poitrine. Le cliquetis métallique des sécurités qui se désengageaient ponctuait l'air comme autant de condamnations à mort tapées à la machine. « La nourriture !» grogna l'un des gardes, son arme fermement tenue, comme s'il avait déjà pointé son arme sur quelqu'un auparavant. C'est elle qui a apporté la nourriture empoisonnée. Pas moi. La voix de Sophia était étranglée. Elle pouvait voir sa propre mort dans leurs yeux. Elle pouvait sentir à quel point elle était proche de devenir un autre corps disparu dans la campagne romaine. « Attendez !» La main de Victoriao se leva, paume vers l'extérieur, comme un chef d'orchestre figé au milieu d'une note. Son autre bras tenait toujours le corps convulsif de Bruno. Les chiens n'ont pas encore mangé. Ils ne mangent jamais avant 7 heures. Ce n'est pas la nourriture. Alors comment sait-elle que c'est du poison ? Un autre garde s'approcha. Le canon de son arme formait un trou noir dans le champ de vision périphérique de Sophia. « Patron, c'est la seule étrangère ici. Parce que je peux le sentir. » La peur de Sophia se cristallisa en quelque chose de plus vif, quelque chose qui brisa sa paralysie. Ses 3 années de serveuse disparurent, et elle se retrouva dans le laboratoire de l'école vétérinaire à l'époque où elle avait encore un avenir. Des amandes amères. C'est du cyanure d'hydrogène. Ils sont en train de mourir. Et si vous me tirez dessus, ils seront morts dans 5 minutes. Le corps de Bruno se cambra en arrière, sa colonne vertébrale se courbant dans une convulsion qui fit pâlir le visage de Vittorio. La respiration de Rex était devenue un horrible râle sifflant. De la mousse rose coulait maintenant de ses 2 narines. « Elle pourrait mentir, dit le premier garde, mais sa certitude avait vacillé. « Regardez-les. »
Sophia fit un pas en avant, et tous les canons des armes suivirent son mouvement. Elle s'en moquait désormais. Elle ne pouvait pas regarder des animaux mourir, même pour se protéger. Même avec 3 armes pointées sur son cœur, regarder la mousse, les convulsions, la rapidité avec laquelle cela s'est produit. C'est un empoisonnement classique au cyanure. Chaque minute compte, chaque seconde compte. Les yeux sombres de Victoriao se fixèrent sur les siens, et elle le vit calculer derrière sa peur, peser sa vie contre celle de ses chiens, mesurer la vérité contre la tromperie, évaluer des probabilités qu'elle ne pouvait même pas commencer à deviner. « De quoi avez-vous besoin ?» Sa voix était à nouveau calme, son contrôle de fer s'affirmant à nouveau. « Du peroxyde d'hydrogène, une solution à 3%, et du charbon actif si vous en avez. Nous n'avons pas de fourniture vétérinaire, intervint l'un des gardes. Alors prenez-les dans votre armoire à pharmacie, votre trousse de premier secours, votre salle de bain, n'importe où, du peroxyde d'hydrogène pour nettoyer les blessures. Allez-y. » L'ordre fut donné avec une autorité que Sophia ne se savait pas posséder, suffisamment tranchante pour faire tressaillir l'homme. « Allez-y » dit Victoria doucement, et le garde courut. Sophia s'agenouilla à côté de Rex, le sol en pierre était brûlant, même à travers son pantalon de travail. Les yeux du chien étaient révulsés, laissant apparaître le blanc. Sa langue pendait de sa bouche, teintée de violet. Elle posa ses mains sur sa poitrine, sentant son cœur battre à toute vitesse sous la fourrure et les muscles. Nous devons le faire vomir, éliminer tout ce qui reste dans son organisme. Ensuite, le charbon activé se liera aux toxines restantes dans l'intestin. Ses doigts bougeaient machinalement, vérifiant les gencives de Rex, pâles, presque blanches, son pouls faible et irrégulier. Depuis combien de temps cela avait-il commencé ? 5 minutes, peut-être moins. La voix de Victoriao se brisa à nouveau. Ils allaient bien. Ils couraient, jouaient, et puis, qu'ont-ils bu, mangé ? Touché ? Rien. Ils ont passé tout l'après-midi dehors dans le jardin aussi. Ils ont des bols d'eau près d'eux. Il s'interrompit et son expression changea. Quelque chose de froid et de mortel. Les bols d'eau. Le garde revint en courant, portant une bouteille brune de peroxyde d'hydrogène et une trousse de premier secours blanche. Sophia s'en empara, ses mains bougeant avec une précision que 3 ans n'avaient pas effacée. Tenez la tête de Rex. Penchez-la en arrière, elle aboya l'ordre au garde le plus proche, qui regarda Victoriao pour obtenir sa permission. Nous n'avons pas le temps de respecter votre chaîne de commandement. L'homme bougea, étonnamment doucement pour quelqu'un qui était prêt à lui tirer dessus 30 secondes plus tôt. Sophia mesura le peroxyde à l'œil, trop peu, et cela ne fonctionnerait pas. Trop, et elle causerait plus de dégâts. Cela va être désagréable, dit-elle plus à elle-même qu'à quelqu'un d'autre. Elle ouvrit de force la mâchoire de Rex et versa le liquide dans sa gorge. L'effet fut presque immédiat. Le corps de Rex fut pris de convulsions, et il vomit violemment, expulsant tout ce qui restait dans son estomac sur le vieux pavé. L'odeur était horrible, mais Sophia n'avait jamais été aussi reconnaissante de toute sa vie. « Encore une fois » dit-elle en préparant une autre dose. « Et quelqu'un doit faire la même chose pour Bruno ?»« Victoria, tu peux le faire. » L'aube de Rome, l'homme qui y avait détruit sa vie 4 heures plus tôt, la regardait avec ce qui pouvait passer pour du respect. « Dis-moi comment faire, » dit-il. Le soleil avait changé de position lorsque Sophia se sentit suffisamment en confiance pour s'asseoir sur ses talons. Ses genoux hurlaient de douleur, 2 points brûlants de douleur là où l'os rencontrait la pierre impitoyable. La sueur avait imprégné son polo noir, créant des taches sombres qui s'étendaient sur son dos et sous ses bras. Ses mains, plus stables qu'elles ne l'avaient été depuis des années, se mirent enfin à trembler. Bruno était allongé sur le côté, sa respiration n'était plus le râle désespéré qui lui avait déchiré le cœur. Elle était superficielle. Oui, et ses gencives étaient encore trop pâles, mais il respirait. Une respiration réelle. Rex avait cessé de convulser il y a 10 minutes et était maintenant allongé, la tête sur ses genoux, les yeux mi-ouverts, suivant ses mouvements, avec une conscience qui n'était pas là auparavant. « De l'eau, » dit Sophia. Elle donnait des ordres depuis plus d'1 heure et sa gorge était sèche comme du papier de verre.
de l'eau propre à température ambiante, et j'ai besoin de couverture. Le choc peut encore les tuer, même si le poison ne le fait pas. Un garde apparut avec des bouteilles de San Pelgro et ce qui ressemblait à des couvertures sans cachemire provenant de l'intérieur de la villa. Sofia aurait ri de l'absurdité de la situation, envelopper des chiens mourants dans des tissus qui coûtaient probablement plus cher que sa caution. Mais elle était trop épuisée pour rire. Victoria Mell n'avait pas bougé de sa position à 1 mètre de là. Il était resté là tout ce temps, agenouillé sur les mêmes pierres qui devaient lui faire aussi mal aux genoux qu'à elle. Sa chemise blanche était ruinée, tachée de vomi et de sang, et du chaos général qui règne dans les urgences vétérinaires. Ses mains, qui selon elle avaient signé des condamnations à mort et cassé des os, pendaient inutilement à ses côtés. Elle avait oublié qu'il était un monstre. C'était là le plus dangereux. Depuis 1 heure, il n'était qu'un homme qui regardait sa famille mourir, suivant ses instructions avec une obéissance désespérée qui trahissait son impuissance totale. Il avait tenu la tête de Bruno quand elle lui avait demandé. Il était allé chercher d'autres fournitures sans poser de questions. Il avait même aidé à nettoyer le pire du vomi, ses chaussures coûteuses étant désormais irrémédiablement abîmées. Vont-ils survivre ? Sa voix était à peine plus qu'un murmure, comme si parler trop fort risquait de briser les fragiles progrès qu'ils avaient accomplis. Sofia passa sa main sur le flanc de Rex, sentant sa cage thoracique se soulever et s'abaisser. Son rythme cardiaque s'était stabilisé. Pas encore normal, mais plus le rythme effréné qui signalait un arrêt cardiaque imminent. « Je pense que oui, » répondit-elle prudemment. Le peroxyde d'hydrogène a éliminé la majeure partie du poison avant qu'il ne soit complètement absorbé. Le charbon actif, dit-elle en montrant le désordre autour d'eux. Les traces de la pâte qu'elle avait fait avaler de force aux 2 chiens devraient se lier à ce qui reste dans leur organisme. Mais ils ont besoin de soins vétérinaires appropriés, une perfusion, une oxygénothérapie, une surveillance. Doori ne répond toujours pas. Le garde qui avait fait cette déclaration semblait mal à l'aise, comme si annoncer une mauvaise nouvelle à Victoria Mell était le meilleur moyen de se retrouver soi-même dans une mauvaise passe. Aucun de ses associés ne répondait non plus. Sofia vit la mâchoire de Victoriao se crisper, vit le calcul se faire derrière ses yeux sombres, son vétérinaire personnel soudainement injoignable, les chiens empoisonnés. Les pièces s'assemblaient pour former une image qui rendait l'atmosphère lourde d'une violence tacite. « Alors elle reste, » dit simplement Victoriao, « jusqu'à ce qu'ils soient stabilisés. » Jusqu'à ce que je sache qu'ils survivront. Ce n'était pas une demande. Sofia ouvrit la bouche pour protester. Elle avait un loyer à payer, une vie à sauver, et rester dans la villa d'un mafieux était à peu près la pire idée qu'elle pouvait imaginer. Mais Rex choisit ce moment pour lever la tête et la regarder. Ses yeux sombres, plus clairs maintenant, exprimaient quelque chose qui pouvait être de la gratitude ou simplement de la confusion animale. Quoi qu'il en soit, cela lui serra la poitrine. « Il ne devrait pas encore être déplacé », s'entendit-elle dire. « Pas avant plusieurs heures, au moins. Nous devons surveiller les complications secondaires, les convulsions, les troubles respiratoires, l'arythmie cardiaque. Ensuite, vous les surveillerez ici. » Victoriao se leva lentement, ses genoux craquant de manière audible. Il la regarda et pour la première fois depuis le café, la regarda vraiment. Pas à travers elle, pas au-delà d'elle, mais elle. Vous leur avez sauvé la vie. J'ai étudié la médecine vétérinaire, dit Sofia, les mots sortant sur la défensive. Avant que je sois obligée d'abandonner mes études, avant de devenir serveuse, où l'on pouvait être renvoyé pour avoir renversé du café. Elle le regretta immédiatement. On ne parlait pas ainsi à des hommes comme Victoria Mell. On ne leur rappelait pas le pouvoir qu'ils avaient sur vous. On n'attirait pas l'attention sur sa propre vulnérabilité. Mais il se contenta d'acquiescer, une expression indéchiffrable traversant son visage. « Marco » appela-t-il, et l'un des gardes s'avança. Pas le gérant du café, un autre Marco. Celui-ci était bâti comme un mur de béton. Apporter des couvertures, de l'eau et de la nourriture pour Signorina Bellini. Elle va travailler toute la nuit. Le soleil se couchait maintenant.
peignant le ciel toscan de nuances d'orange et de rose qui appartenaient à des tableaux, pas à des moments comme celui-ci. Sofia s'installa plus confortablement sur les pierres, une main sur Bruno, l'autre sur Rex. Elle était venue ici pour livrer de la nourriture et récupérer 50 euros. Au lieu de cela, elle s'était retrouvée dans une situation bien plus dangereuse qu'elle ne pouvait l'imaginer. L'aube se levait lentement sur la Villa Mela, rampant sur les collines toscanes comme si elle refusait d'être témoin de ce qui se passait dans des endroits comme celui-ci. Sofia se réveilla dans un lit si moelleux qu'elle avait l'impression de flotter, momentanément désorientée par les fresques au plafond et les rideaux de soie qui coûtaient probablement plus cher que tout son immeuble. La suite d'invités était d'un luxe obscène. Salle de bain en marbre, dressing, balcon donnant sur des jardins qui s'étendaient vers un horizon bordé de cyprès. Quelqu'un lui avait laissé des vêtements, simples mais coûteux, exactement à sa taille, ce qui était en quelque sorte plus troublant que s'ils avaient été à la mauvaise taille. Cela signifiait que les hommes de Victoria étaient efficaces. Cela signifiait qu'ils faisaient attention. Elle avait essayé de partir 2 fois pendant la nuit, la première fois vers minuit, après que Bruno et Rex se soient endormis d'un sommeil qui semblait authentique plutôt que provoqué par un poison. Marco, la version mur de béton, était posté devant l'entrée principale de la villa. « L'aube dit que vous restez jusqu'au matin », avait-il dit, sans méchanceté. « Il faut surveiller les chiens. » La 2e fois, à 3 heures du matin, elle était arrivée jusqu'à l'allée avant qu'un autre garde n'apparaisse de l'ombre, se matérialisant comme s'il avait été invoqué. La suite d'invités est plus confortable. « Signorina », l'aube insiste. L'aube insiste. Cette phrase semble être la réponse à toutes les questions, la solution à tous les problèmes, la fin de toutes les conversations. À présent, alors que la lumière du matin filtrait à travers les rideaux de soie, Sofia trouva les clés de son scooter sur la table de chevet, placées là pendant qu'elle dormait, ce qui signifiait que quelqu'un était entré dans sa chambre, et donc que les serrures ne servaient à rien ici. À côté des clés se trouvait une note écrite d'une écriture soignée. « Les chiens vous réclament ». Elle enfila donc les vêtements empruntés, un pantalon en coton gris doux et un simple chemisier blanc qui lui allait parfaitement, et suivit le bruit des voix jusqu'à une terrasse donnant sur le jardin. Bruno et Rex étaient allongés sur des lits pour chiens rembourrés, qui semblaient même plus confortables que la plupart des meubles humains, tous deux alertes et la regardant s'approcher avec une reconnaissance qui lui serra la gorge. « Ils ont mangé ce matin, » dit Victoriao sans se retourner. Il se tenait à la balustrade de la terrasse, regardant son domaine. Lui aussi avait changé de vêtements. Pantalon sombre, chemise blanche, sans cravate, mais les cernes sous ses yeux suggéraient qu'il avait dormi aussi peu qu'elle. Ils ont bu de l'eau sans vomir, sans détresse. Sofia s'agenouilla à côté de Bruno, passant ses mains sur lui avec une efficacité acquise par l'habitude. Son rythme cardiaque était bon, ses gencives roses, ses yeux clairs. Rex enfonça son museau dans sa paume, et elle ressentit un élan d'affection inattendu pour ces animaux qui avaient failli mourir devant elle. « Ils ont besoin de voir un vrai vétérinaire », dit-elle en se levant. Des analyses de sang, des tests de la fonction hépatique, une surveillance rénale. L'empoisonnement au cyanure peut causer des lésions organiques différées. Le corps de Dor Ricci a été retrouvé ce matin. La voix de Victoriao était détendue, comme s'il parlait de la météo. Dans sa clinique, une seule balle dans la tête. Ses relevés téléphoniques montrent 3 appels manqués provenant de cette villa hier. Tous pendant que Bruno et Rex étaient en train de mourir. La main de Sofia se figea sur la tête de Rex. Le chien se pencha vers elle, inconscient du fait que son vétérinaire habituel avait été assassiné. « Et les bols d'eau », continua Victoriao sans la regarder. « Nous les avons fait analyser pendant la nuit. Du cyanure de sodium dissous dans l'eau, en quantité suffisante pour tuer les 2 chiens en quelques minutes. » Il se tourna enfin vers elle, le regard froid et précis. « Les bols sont remplis tous les jours à 15 heures par mon chef de la sécurité, un homme qui travaille pour moi depuis 12 ans, un homme à qui je confierai ma vie. »« Où est-il maintenant ?» demanda Sofia, même si elle n'était pas sûre de vouloir connaître la réponse étant interrogée. L'euphémisme flottait dans l'air entre eux.
Lourd de sous-entendus, mais je ne pense pas qu'il soit l'architecte. Il est trop simple, trop direct. Cela nécessitait une planification, un timing, un accès à des informations sur mes habitudes, mon emploi du temps, mais... Il fit un geste vers les chiens, mes faiblesses. Sophia recula d'un pas, soudain consciente de sa solitude, de l'isolement de cette villa dans la campagne, de la façon dont elle s'était empêtrée dans une affaire qui ne la concernait pas. « Je devrais partir, dit-elle. Les chiens sont stables, et je suis clairement au milieu d'une affaire que je ne comprends pas. Vous ne pouvez pas partir. » Victoriao le dit doucement, presque comme s'il s'excusait, ce qui rendait la situation pire que s'il l'avait menacée. « Vous êtes la seule personne à savoir ce qui s'est passé ici, à part ceux qui l'ont planifié. Vous êtes témoin, et dans mon monde, les témoins d'une tentative de meurtre. » Il s'interrompit, laissant son imagination combler les blancs. « Est-ce que ce que vous me menacez ?» Sa voix était plus calme qu'elle ne se sentait. « Je vous protège. » Il s'approcha et, oh, elle se força à ne pas reculer. « Celui qui a fait ça a tué mon vétérinaire pour s'assurer que les chiens mourraient. Que pensez-vous qu'il fera quand il apprendra qu'une serveuse les a sauvés ?» Au contraire, Sophia eut la bouche sèche. Elle n'avait pas pensé à ça. Elle n'avait pas envisagé que sauver Bruno et Rex aurait pu faire d'elle une cible. Combien de temps? Jusqu'à ce que je trouve le coupable. L'expression de Victoria s'adoucit légèrement. Tu seras à l'aise, en sécurité. Les chiens t'apprécient clairement et ils sont d'excellents juges de caractère. L'un de ces chiens appartenait à un mafieux. L'autre avait failli être tué lors d'une tentative d'assassinat. Sophia n'était pas sûre que leur jugement soit fiable. Mais lorsque Rex poussa à nouveau sa tête sous sa main et que la queue de Bruno battit faiblement contre son coussin, elle réalisa qu'elle n'avait pas vraiment le choix. Elle ne l'avait jamais eu. 3 jours passèrent dans la cage dorée de la Villa Mela. Et Sophia développa une routine qui lui semblait surréaliste tant elle était domestique. Se réveiller à l'aube, vérifier les signes vitaux des chiens, prendre son petit déjeuner sur la terrasse, pendant que Bruno et Rex somnolaient au soleil matinal. L'après-midi, promenades dans des jardins, surveillés par des hommes armés, dîner seul dans sa suite, servi sur des plateaux en argent par des employés qui évitaient son regard. Victoriao apparaissait sporadiquement, s'enquérant toujours des chiens, sans jamais rester longtemps. Il se déplaçait dans la villa comme un fantôme, présent mais intouchable, suivi de son ombre Marco Tesaro, son bras droit et conseiller. Pas le garde de la terrasse, mais l'autre Marco, celui qui portait des costumes coûteux et se comportait avec l'autorité tranquille de quelqu'un qui parlait avec la voix de l'aube. Sophia avait appris à reconnaître la hiérarchie. Les gardes aux portes étaient des soldats. Les hommes qui lui apportaient à manger étaient des employés. Mais Marco Tesaro était tout autre chose. Le plus vieil ami de Victoriao, son conseiller le plus fidèle, l'homme qui était à ses côtés depuis leur adolescence à Trust. De plus, le personnel de cuisine chuchotait quand il pensait qu'elle ne pouvait pas entendre. Le 4e matin, Sophia vérifiait le collier de Rex. Il le grattait de manière obsessionnelle. Et elle s'inquiétait de l'irritation causée par l'empoisonnement. Lorsque l'odeur lui parvint, elle était subtile, coûteuse et totalement déplacée. Ce n'était pas l'odeur d'un chien ou du cuir, ni celle des herbes aromatiques qui imprégnaient tout dans la villa. C'était une eau de Cologne, sophistiquée et rare, avec des notes de bergamote et quelque chose de plus sombre, de plus intense. Elle l'avait déjà senti récemment, mais ne savait pas où. Rex gémit tandis qu'elle examinait le collier de plus près. Là, sur le cuir intérieur, à peine visible, une petite tache sombre et huileuse. Elle l'approcha de son nez et l'odeur s'intensifia. Le souvenir lui revint avec la force d'une gifle. Hier après-midi, Marco Tesaro s'était arrêté sur la terrasse pour l'informer que Victoria dînerait en ville et ne rentrerait pas avant tard dans la soirée. Il s'était tenu près d'elle, plus près que nécessaire, et lorsqu'il s'était penché pour gratter Bruno derrière les oreilles, là, elle avait senti cette même odeur, distinctive, indubitable. Ses mains se mirent à trembler, elle les força à rester immobiles. Cela avait un sens horrible. Le chef de la sécurité qui avait rempli les bols d'eau était trop évident, trop commode, un bouc émissaire. Mais quelqu'un avait dû donner l'ordre, fournir le poison, s'assurer que le vétérinaire ne puisse pas réagir. Cela nécessitait un accès, une autorité, une confiance. Marco Tesaro avait les 3. L'esprit de Sophia passa rapidement en revue les implications.
Si Marco avait empoisonné les chiens, ce n'était pas du tout à cause des chiens, c'était à cause de Victoriao. Un test, peut-être, ou une distraction. Ou peut-être que les chiens gênaient simplement quelque chose de plus important, un jeu de pouvoir qu'elle ne pouvait pas commencer à comprendre. Et elle était seule dans une villa pleine de gens fidèles à Marco, sans aucun moyen de prouver ce qu'elle soupçonnait. Aucun moyen de joindre Victoria sans passer par l'homme qui avait tenté de commettre un meurtre. « Tu es pâle. » Sofia sursauta. Marco Tazzaro se tenait dans l'embrasure de la porte de la terrasse, éclairée par le soleil de l'après-midi. Il portait un autre costume impeccable, gris anthracite cette fois, et son sourire était agréable, professionnel, tout à fait inoffensif. Juste fatiguée, parvint-elle à dire, la main toujours posée sur le collier de Rex. Mais les chiens vont bien. Aucune complication. Victoria sera ravie. Marco entra sur la terrasse avec l'aisance et l'assurance de quelqu'un qui se sent chez lui partout. Il parle de vous en bien. Il dit « Vous avez sauvé sa famille ». Le mot « famille » semblait chargé d'une signification particulière. Dans le monde de Victoria, la famille avait une signification spécifique qui transcendait les liens du sang. J'ai juste fait ce que n'importe quel vétérinaire aurait fait. Sofia se leva et se plaça entre Marco et les chiens. Rex grogna doucement, un son qu'elle ne lui avait jamais entendu émettre auparavant. Marco jeta un coup d'œil aux chiens, puis revint vers elle. Rex n'apprécie généralement pas les étrangers. « Vous devez avoir un don, les animaux sentent les choses », dit Sofia avec précaution. La peur, l'affection. Elle fit une pause, observant son visage. Le danger. Quelque chose changea dans l'expression de Marco, trop rapidement pour qu'elle puisse le saisir, mais néanmoins perceptible. Son sourire resta le même, mais ses yeux changèrent. Le calcul remplaça la chaleur comme un masque qui se met en place. En effet, c'est vrai, il se dirigea vers la balustrade de la terrasse, lui tournant le dos, et regarda les jardins. C'est dommage pour Dutrici. Il était très compétent. Il a été difficile de trouver un remplaçant ayant la discrétion nécessaire. Je n'en doute pas, dit Sofia, le cœur battant si fort qu'elle était certaine qu'il pouvait l'entendre. Vittorio est à Rome aujourd'hui pour rencontrer des associés. Il ne sera pas de retour avant minuit. Marco se retourna, et le soleil de l'après-midi éclaira son visage sous un angle qui le faisait paraître plus âgé, plus dur. « Vous êtes seul ici. Juste vous, les chiens et le personnel. » Ce n'était pas une menace. Pas explicitement, mais Sofia en ressentit tout de même le poids. Cette information soigneusement placée était aussi un avertissement. « Les chiens et moi, nous irons bien, dit-elle. » Marco sourit à nouveau. Et cette fois, son sourire n'avait rien d'agréable. « J'en suis sûr, señorita. » Après tout, rien de grave n'arrive à la Villa Morel. Il partit, laissant derrière lui une trace de son eau de Cologne comme une preuve. Sofia attendit que ses pas se soient estompés, puis elle sortit son téléphone avec des mains tremblantes. Pas de réseau. L'emplacement de la villa, si magnifiquement isolée, lui semblait soudain être un piège. Elle regarda Bruno et Rex, qui la regardaient tous deux avec une intelligence alerte. « Nous devons survivre jusqu'à minuit, » leur murmura-t-elle. « Vous pensez pouvoir m'aider » Bruno donna un coup de queue contre la pierre. Ça devrait suffire. La villa disposait d'une ligne fixe dans le bureau de Victoriao. Sofia l'avait remarqué 3 jours plus tôt, lorsqu'elle s'était perdue en cherchant la cuisine. Un lourd téléphone noir posé sur un bureau en acajou, du genre à suggérer des conversations sérieuses et des appels intraçables. Si elle pouvait l'atteindre, si elle pouvait appeler Victoriao directement, si elle pouvait l'avertir avant que Marco ne passe à l'action. Le bureau se trouvait au 2e étage, dans l'aile est. Elle avait mémorisé la disposition des lieux pendant sa captivité, répertoriant les sorties et les passages comme son cerveau répertoriait encore les symptômes et les traitements. Bruno et Rex la suivaient dans les couloirs de la villa. Leurs griffes claquant sur le sol en marbre, leur présence à la fois réconfortante et gênante. Elle était à mi-chemin dans les escaliers lorsqu'elle entendit des voix en bas. C'était sans aucun doute Marco qui donnait des ordres en italien rapide. Il parlait du périmètre, de s'assurer que personne ne parte, du repas du soir. Les mots flottaient comme des signaux de fumée annonçant son destin. Sofia changea de direction
et se dirigea vers l'arrière de la villa. Il y avait une sortie de service près des anciennes écuries, moins surveillée, moins visible. Elle pourrait rejoindre la route, élaire une voiture, trouver un téléphone quelque part dans la campagne. L'écurie sentait le vieux foin et le cuir, même si aucun cheval n'y avait vécu depuis des années. Elle avait été transformée en entrepôt, où était entreposé du matériel de jardinage, des meubles recouverts de draps blancs et des cartons empilés contre les murs de pierre. La lumière poussiéreuse du soleil filtrait à travers les hautes fenêtres, créant des colonnes de lumière dorée qui auraient été magnifiques dans d'autres circonstances. Elle tendait la main vers la porte extérieure lorsque celle-ci s'ouvrit de l'extérieur. Marco Tazzaro entra, et derrière lui, 2 gardes refermèrent la porte avec une détermination qui fit froid dans le dos à Sofia. « Vous allez quelque part, Signorita Bellini ». Il abandonna toute courtoisie. Sa voix était neutre, professionnelle, comme celle de quelqu'un qui coche des cases sur une liste. « Marchez, dit Sofia, le mensonge transparent même à ses propres oreilles. Les chiens ont besoin d'exercice. Les chiens. Marco jeta un coup d'œil à Bruno et Rex, qui s'étaient placés entre lui et Sofia, le poil hérissé. Des animaux remarquables, d'une loyauté sans faille. C'est pour cela qu'ils devaient en partir les premiers. Vous comprenez, Victoria ne mangerait ni ne boirait jamais quoi que ce soit sans l'avoir testé au préalable. Sa paranoïa est légendaire, et ses chiens sont ses goûteurs. Sofia heurta une pile de cartons. Je ne sais pas de quoi vous parlez, ne nous insultez pas, s'il vous plaît. Marco s'enfonça dans l'écurie, et les gardes se placèrent de chaque côté de la porte, bloquant toute issue. Vous avez compris. Je l'ai vu sur votre visage sur la terrasse. L'eau de Cologne était une imprudence de ma part. Je l'admets, mais je ne m'attendais pas à ce que les chiens survivent, je ne m'attendais certainement pas à ce qu'une étudiante vétérinaire en échec les sauve. Victoria le saura, dit Sofia, essayant de garder une voix calme. Quand je disparaîtrai si quelque chose m'arrive, tu auras pris la fuite. Une jeune fille effrayée, dépassée par le monde dans lequel elle a atterri. Ça arrive. La main de Marco disparut dans sa veste, et Sofia se raidit, s'attendant à voir un pistolet. Au lieu de cela, il sortit un petit flacon contenant un liquide transparent. Le même composé qui avait failli tuer Bruno et Rex. Rapide, douloureux, mais rapide. J'allais l'utiliser sur Victoriao au dîner ce soir. Une seule goutte dans son vin. Les chiens l'auraient testé en premier et seraient morts, bien sûr, mais c'était acceptable. Ils étaient toujours des dommages collatéraux. Pourquoi? La question sortit dans un murmure. Pourquoi? Le rire de Marco était sincèrement amusé. Parce que Victoria Mel est faible, sentimentale. Il gaspille des ressources pour la loyauté et l'honneur comme si nous vivions encore au siècle dernier. Les familles de Naples et de Sicile. Elles y sont prêtes pour un nouveau leadership, un leadership moderne. Et elles m'ont promis leur soutien une fois que la vieille garde aura disparu. Bruno grogna. Un son qui partit du plus profond de sa poitrine et se transforma en quelque chose de primitif. Rex se joignit à lui. Les 2 chiens étaient prêts à bondir. « Les chiens ne te sauveront pas, » dit Marco en faisant signe à l'un des gardes. « Marco, amène-le. » Le garde disparut par une porte latérale que Sofia n'avait pas remarquée. Quand il revint, il avait du mal à contrôler un chien énorme. Une sorte de pitbull croisé, tout en muscles et couvert de cicatrices mal cicatrisées. Les yeux de l'animal étaient sauvages, désespérés. Et quand il vit Sofia et les bergers, il se mit à tirer sur sa chaîne avec une force suffisante pour entraîner le garde vers l'avant. « C'est un chien de combat », expliqua Marco avec désinvolture. Sauvé d'un ring à Naples, jamais socialisé correctement, jamais dressé, profondément traumatisé, il a tendance à attaquer tout ce qui bouge. Nous l'avons gardé ici, en attendant de décider quoi faire de lui. Le sang de Sofia se glaça. « Vous ne pouvez pas. Je peux. Je le ferai. » Marco se dirigea vers la porte, suivi des gardes. « Votre mort sera tragique. Vous essayez d'aider un autre animal maltraité, et il s'est retourné contre vous. Victoria se reprochera de vous avoir gardé ici.
Cela le brisera, le rendra vulnérable. Puis il fit un geste désinvolte, comme si empoisonner quelqu'un n'avait pas plus d'importance que choisir un vin. Le garde détacha la chaîne du chien de combat et courut vers la porte. L'animal resta un instant immobile, confus, puis se concentra sur les êtres vivants les plus proches, Bruno, Rex et Sophia. « Je suis désolé, dit Marco, et il semblait sincère. Tu aurais dû rester serveuse. » La porte claqua. Un verrou se mit en place et le chien traumatisé se précipita. La confrontation eut lieu 3 jours plus tard dans la salle à manger principale de la villa, où Victoria menait les affaires qui ne pouvaient être discutées dans aucun endroit où les autorités auraient pu les entendre. Sophia se tenait près de la fenêtre, Bruno et Rex flanquant là comme des colonnes, tandis que 20 des hommes, les plus fidèles de Victoria, remplissaient la pièce. L'air était chargé de tension et d'eau de Cologne coûteuse. Avec le poids de la violence qui attendait d'être libérée, elle raconta tout à Victoriao le soir où il l'avait trouvée dans les écuries, ensanglantée mais vivante, berçant la tête du chien de combat traumatisé, tandis que Bruno et Rex montaient la garde. Elle s'attendait à ce qu'il ne la croie pas, à ce qu'il rejette ses accusations contre son plus vieil ami. Au lieu de cela, il l'avait écoutée avec le même calme terrifiant dont il avait fait preuve lorsque les chiens mouraient maintés, absorbant les informations comme un ordinateur traitant des données. Puis il avait passé des coups de fil, des appels discrets à des personnes qui savaient des choses, qui pouvaient retracer les achats de poison, les enregistrements téléphoniques et les transferts d'argent vers Naples. Il avait fallu 48 heures pour monter le dossier, rassembler les preuves, confirmer ce que le nez de Sophia avait détecté sur un collier de chien. Marco Tazzaro se tenait maintenant au centre de la pièce, ne comprenant pas encore qu'il était déjà mort. Il avait l'air détendu, confiant, comme un homme qui s'était déjà trouvé 1000 fois dans cette situation, en tant que porte-parole et bras droit de Victoriao. « Messieurs, dit Vittorio calmement, et la pièce devint silencieuse. Nous sommes ici parce qu'il y a eu une trahison. Quelqu'un dans cette famille a essayé de me tuer. » Un murmure parcourut l'assemblée, des mains se posèrent sur des armes, des regards se posèrent, cherchant la menace. « Quelqu'un en qui j'avais confiance, continua Victoriao, sans élever la voix. Quelqu'un qui avait accès à tout. Mon emploi du temps, mes habitudes, mes faiblesses. » Son regard se posa finalement sur Marco. Et Sophia vit le visage de son ancien employeur pâlir. Quelqu'un qui pensait que la loyauté était négociable. « Victoriao, commença Marco, mais Victoriao leva la main. Les chiens ont été empoisonnés il y a 4 jours avec du cyanure de sodium dans leur gamelle d'eau. Mon vétérinaire a été assassiné pour s'assurer qu'ils mourraient sans ton traitement. » Il sortit un dossier et le posa sur la table à manger. Des virements bancaires d'un compte de Naples au chef de la sécurité. Des enregistrements téléphoniques montrant la coordination avec la famille Calibra et le témoignage de quelqu'un qui n'avait aucune raison de mentir et toutes les raisons de garder le silence. Tous les regards dans la pièce se tournèrent vers Sophia. Elle sentit le poids de leur attention. Ces hommes qui avaient tué, volé et enfreint des lois qu'elle ne pouvait même pas imaginer. Mais Bruno se pressa contre sa jambe et l'épaule de Rex était solide sous sa main, et d'une manière ou d'une autre, cela lui donna la force nécessaire pour supporter leur regard. La fille. La voix de Marco était pleine de mépris, cherchant désespérément à garder le contrôle. « Vous croyez une serveuse plutôt que moi? Plus de 20 ans de fraternité? » « Je crois, dit Victoriao doucement, que la fraternité s'arrête là où commence le poison. » Marco dut alors le sentir, dut sentir le changement dans la pièce, alors que les autres hommes s'éloignaient subtilement de lui, créant une distance avec le condamné. Sa main se dirigea vers sa veste, vers l'arme qu'il y portait. « Sophia, dit Victoriao sans la regarder. Elle s'était entraînée à cela. Victoriao lui avait montré les signaux de la main 3 douzaines de fois au cours des 2 derniers jours, travaillant avec Bruno et Rex jusqu'à ce qu'ils répondent à ses ordres aussi parfaitement qu'ils avaient autrefois répondu à leur maître. Les bergers allemands, avait-il expliqué, étaient élevés pour leur intelligence et leur loyauté. Ils apprenaient vite. Ils n'oubliaient jamais une menace.
Sofia leva la main droite, les doigts positionnés dans un geste qui semblait désinvolte, mais qui signifiait tout pour les chiens à ses côtés. Bruno et Rex se mirent en mouvement. Ils n'aboyèrent pas, ne grognèrent pas. Ils traversèrent simplement la pièce avec la grâce fluide de prédateurs qui attendaient la permission d'agir. Et soudain, Marco se retrouva à terre, avec 90 kilos de muscles et de crocs qui lui interdisaient toute chance de s'échapper. Son arme roula sur le sol en marbre, repoussée d'un coup de pied par l'un des autres hommes. « Ils se souviennent de vous, » dit Sofia doucement. « Ils se souviennent de ton odeur, de ta voix, du moment où ils ont commencé à mourir. Les chiens, n'oubliant jamais ceux qui essaient de les tuer. » Marco hurlait maintenant, suppliant. La façade soigneusement construite du conseiller sophistiqué s'est effondrée pour laisser place à quelque chose de brut et de terrifié. Victoria s'est approchée lentement, regardant l'homme qui avait été son frère. « Emmenez-le à la cave à vin, a-t-il dit à 2 des gardes. Assurez-vous qu'ils comprennent le prix de la trahison avant qu'ils ne le payent. Ils emmenèrent Marco. Bruno et Rex les suivirent jusqu'à ce que Sofia les rappelle d'un sifflement discret. La pièce se vida rapidement après cela, les hommes partant avec l'efficacité de ceux qui savent quand s'absenter jusqu'à ce qu'il ne reste plus que Sofia et Victoriao. « Tu peux partir maintenant, dit-il, toujours en regardant l'endroit où Marco était tombé. Je veillerai à ta sécurité. Je t'installerai loin de Rome, loin de tout ça. » Sofia pensa à son studio avec sa douche cassée et ses avis de loyer impayés. Elle pensa au fait de servir du café à des gens qui la regardaient sans la voir, à son diplôme de médecine qu'elle ne finirait jamais, à la vie qu'elle menait il y a 4 jours. Puis elle regarda Bruno et Rex, la villa autour d'elle, l'homme qui avait détruit son ancienne vie et lui en avait involontairement donné une nouvelle. « Je pense que je vais rester, » dit-elle. 2 semaines plus tard, Sofia traversait la Piazza Navona avec Bruno et Rex tenus en laisse, vêtus d'une robe qui coûtait plus cher que ce qu'elle gagnait en un. Les gens s'écartaient à son passage, non pas à cause des chiens, mais à cause de ce qu'ils représentaient. Tout le monde à Rome savait à qui appartenaient ces bergers allemands, et tout le monde savait que la femme qui les commandait n'était plus quelqu'un à ignorer. Elle passa devant le café impérial et vit par la fenêtre qu'ils embauchaient à nouveau. Le gérant, son ancien gérant, leva les yeux, croisa son regard et pâlit en la reconnaissant. Sofia sourit, sans méchanceté, mais sans gentillesse non plus, puis elle continua son chemin.